La délégation malgache lors de la deuxième rencontre de la commission mixte en France s'est limitée à une posture diplomatique sans revendiquer clairement la souveraineté de Madagascar sur les îles éparses. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale 2025 s'est achevée aujourd'hui sur fond de vives critiques de l'opposition qui dénonce de graves violations de la Constitution et du règlement intérieur. De l'actualité internationale, la Russie a officiellement reconnu l'émirat islamique instauré par les talibans en Afghanistan, poursuivant ainsi son rapprochement diplomatique avec Kaboul, ont rapporté jeudi les agences de presse russes. La délégation malgache s'est contentée d'une posture diplomatique sans oser revendiquer ouvertement la souveraineté de Madagascar sur les îles éparses lors de la deuxième rencontre en France. C'est ce qui ressort du rapport qu'elle a rendu public aujourd'hui. 13 points ont été abordés dans la déclaration conjointe entre la France et Madagascar. Au 7e point, la délégation française a réaffirmé sa souveraineté sur les îles éparses sans que la partie malgache n'oppose clairement une contestation. La déclaration ne reflète en rien le courage ou la fermeté attendue de la délégation malgache sur ce dossier stratégique. Au lieu de cela, la délégation malgache a mis l'accent sur la libre circulation des pêcheurs malgaches, l'arrêt des décisions unilatérales françaises et la réparation des préjudices économiques subis par Madagascar pendant des décennies d'absence de souveraineté. Pourtant, la résolution de l'ONU en 1979 est sans ambiguïté. Les îles éparses appartiennent à Madagascar. Il ne devrait donc pas être question de négociation sur leur souveraineté, mais d'un processus de restitution. La ministre des Affaires étrangères, Assadara Faravavtafk, a reconnu un désaccord persistant entre les deux parties sur la question de souveraineté. Lors de la première rencontre, la délégation française n'avait pas encore clarifié sa position. Mais cette fois, elle l'a exprimée. Notre capacité à négocier et à revendiquer clairement reste notre seul moyen d'atteindre nos objectifs. Malgré la demande de mise en place d'une feuille de route pour poursuivre les discussions, la délégation malgache n'a saisi ni la Cour internationale de justice, ni exigé clairement la restitution des îles, alors que Madagascar en est, selon les résolutions onusiennes, le propriétaire légitime. Il ne s'agit pas de négocier, mais de revendiquer clairement. La restitution doit être le point de départ, a affirmé un député de l'opposition. Le rapport montre qu'on attend encore une réponse des Français. C'est honteux. N'ont-ils pas honte de cette situation? Ces îles nous appartiennent, et pourtant, nous demandons l'autorisation pour que nos pêcheurs puissent s'en approcher. Ce n'est pas normal. Ils auraient dû dire clairement que ces îles sont malgaches. Les Nations Unies le disent. Pourquoi hésitons-nous? Est-ce parce que nous sommes faibles économiquement ou militairement? Nous souffrons encore d'un complexe de colonisés, et c'est ce qui arrive à cette délégation. Selon plusieurs observateurs, ce manque de fermeté contraste avec les promesses politiques faites par Radziwiłł, qui s'était engagé publiquement à faire revenir les îles dans le giron national. La sénatrice Lalatina Rakotnezafi s'était également portée garante d'un aboutissement rapide, mais les résultats obtenus sont loin des attentes, d'autant plus que le président Radziwiłł a toujours la nationalité française, ce qui alimente le doute sur sa détermination réelle. La troisième rencontre de la commission mixte prévue à Madagascar a une date encore non déterminée et désormais attendue. Mais pour beaucoup, ce ne sont ni des déclarations symboliques ni des actions de façade que la population attend, mais le retour concret des îles éparses dans le giron national.
La première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2025 s'est achevée ce jour. Cette session a été marquée par de vives critiques de la part des députés de l'opposition qui dénoncent de graves violations des lois encadrant le fonctionnement de l'institution. Selon eux, la Constitution ainsi que le règlement intérieur de l'Assemblée n'ont pas été respectés tout au long des 60 jours de session. Les députés élus sous la bannière de la plateforme Frère Sakine ont fait une déclaration publique ce jour pour dénoncer les atteintes à leurs droits parlementaires. Les dirigeants des partis composant cette plateforme étaient présents. Ils affirment que ce non-respect des lois ne concerne pas uniquement le Parlement, mais s'observe à tous les niveaux de gouvernance. D'après leurs explications, les députés de l'opposition ont été empêchés de s'exprimer librement et de relayer les doléances de la population, se disant indirectement muselés. L'article 102 de la Constitution n'a pas été respecté. Il accorde pourtant à l'opposition 3 jours par mois pour soumettre des sujets de discussion à l'Assemblée. Il en est de même pour la disposition prévoyant une séance de questions-réponses avec le gouvernement tous les 15 jours. Les règles sur la prise de parole, prévues dans le règlement intérieur, n'ont pas été appliquées. Résultat, aucun député n'a réellement pu transmettre les préoccupations du peuple, ni formuler des critiques ou des propositions. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Justin Touquille, défend le fonctionnement de l'institution en soulignant que les décisions sont prises à la majorité, que ce soit au niveau du bureau permanent, des commissions ou lors de la conférence des présidents. L'ordre du jour est établi à partir des réunions du bureau permanent. Ensuite vient la conférence des présidents, puis la séance plénière. Ce qui est approuvé par la majorité des députés est inscrit à l'ordre du jour. Si une proposition de l'opposition est adoptée par la majorité, alors elle est traitée. Malgré ces tensions, 13 projets de loi ont été adoptés durant cette première session. Parmi eux, 11 l'ont été sans amendement et 2 ont été modifiés. En tout, 14 propositions de loi ont été examinées au palais de Timazaz depuis le début de la session, 8 provenant de l'Assemblée nationale et 5 du Sénat. 6 d'entre elles ont été adoptées, tandis que l'examen des autres est reporté à la prochaine session. La sénatrice Sidonie Raarnirine, en sa qualité de protectrice des collectivités territoriales décentralisées, exige une véritable amélioration de la décentralisation du pouvoir. Selon elle, la décision du gouvernement de retirer aux communes la collecte et la gestion des impôts fonciers et immobiliers freine le développement du pays et affaiblit considérablement les communes. Les maires inquiets, est-ce que les impôts reviendront aux communes? Et si c'est le cas, quel pourcentage leur sera effectivement attribué? Les dirigeants affirment qu'ils donnent des subventions à toutes les communes, sans distinction. Pourtant, nombreuses sont celles qui n'en ont encore rien perçu. Cette incertitude crée des frustrations sur le terrain. Elle a également soulevé la question de la gestion des documents et registres de bétail, un problème récurrent dans les communes rurales à travers tout le pays. La sénatrice plaide pour une simplification du traitement de ces documents, notamment en décentralisant l'imprimerie nationale. En effet, le registre du bétail vendu à environ 14 000 $ à Tal-Najiv coûte entre 3 à 5 fois plus cher une fois sur le terrain, en milieu rural, ce qui pénalise fortement les communes. La première session ordinaire des 2 chambres de parlement s'est achevée aujourd'hui. Ce qui l'a marqué cette année, c'est le nombre important de propositions de loi émanant des sénateurs, en comparaison avec les projets de loi du pouvoir exécutif. De nombreuses lois ont été adoptées, mais le véritable problème à Madagascar reste toujours leur application, a souligné la sénatrice, interpellant les autorités compétentes. Les sénateurs élus sous la bannière du parti Malagasy Miaramieng, Sidonie Raarnirine et Michel Rakout-Njaïdbe, réaffirment leur ouverture à toutes les suggestions et propositions de loi visant le développement de la nation. Le syndicat des employés de la Tirama
a de nouveau réaffirmé qu'il entrera en grève si les dirigeants persistent dans leur refus de satisfaire les revendications. Le syndicat s'oppose fermement à la transformation de la Jirama en société anonyme, affirmant que cette décision mettrait en péril l'accès équitable à l'électricité. Le syndicat a reçu aujourd'hui le soutien de la Confédération des syndicats de Madagascar, le Rajna syndical, ainsi que celui des défenseurs des droits des consommateurs. Selon eux, le prix de l'électricité pourrait doubler si la Jirama devient une entreprise à but lucratif. Les recettes mensuelles de la Jirama s'élèvent à environ 95 milliards d'ariars, tandis que ses dépenses atteignent environ 170 milliards. Cela crée un déficit mensuel de 75 milliards d'ariars, que l'État doit actuellement combler. La Jirama est une société d'État, et c'est à l'État de couvrir ses pertes. Mais avec ce nouveau statut, la Jirama sortirait du giron public, de nouveaux actionnaires entreraient dans le capital, et ils chercheront du profit. L'État ne finançant plus les déficits, les nouveaux propriétaires chercheront à combler les pertes par l'augmentation des tarifs. Résultat, votre facture pourrait augmenter de 100%, même si votre consommation reste la même. Les réactions des autorités sont désormais attendues face à cette menace de grève des employés et la contestation grandissante autour de la transformation de cette société d'État d'eau et d'électricité. Les conseillers municipaux de la commune urbaine de Nosby sont sortis de leur silence ce jour au sujet de l'affaire de Nosakati. Pour rappel, Nosakati est l'un des Fuktani relevant de cette commune. Ces derniers dénoncent aujourd'hui le comportement de l'entreprise Queen Madaland, qu'ils dénoncent ne pas tenir compte des habitants locaux. Lors de notre enquête, nous avons constaté qu'il n'y a eu aucune consultation ni considération pour la population locale, et c'est là le vrai problème. Nous ne savons pas qui sont les investisseurs derrière cette société. Nous leur avons adressé une convocation, et ils ont envoyé un mandataire au mois de mai. Mais ce dernier n'a fourni aucune réponse claire. Jusqu'à présent, on ignore leurs véritables intentions sur ces terres. La population réclame de la transparence. Quel est leur objectif? La société aurait dû en parler ouvertement aux habitants. Ce manque de communication crée des suspicions légitimes. Selon les conseillers municipaux, si cette entreprise est réellement légale et transparente, elle ne devrait pas se cacher ni envoyer uniquement des mandataires. Lorsqu'elle est convoquée, elle devrait être connue du public, ont-ils insisté. Le développement est nécessaire et aucun malgache n'y est opposé, mais cela doit se faire dans le respect des lois locales et internationales ratifiées par Madagascar et surtout sans violation des droits humains. C'est pourquoi ces élus appellent toutes les parties concernées par le dossier de Nosakati à s'impliquer activement et à veiller à la transparence autour de ce projet.